Salut Internet et bienvenue dans mon antre de la terreur pour parler des jeux de rôle que j'ai essayé dans le mois d'octobre 2024. Quand on arrive dans le mois d'octobre, on pense à nos jeux de rôle d'horreur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui a décidé que c'était la saison de l'effrayante. Fait que si tu as le courage d'entendre parler de mes expériences, reste avec nous, Internet! Boy. Alors, le premier jeu de rôle qu'on a testé ce mois-ci, c'est Mothership. Un jeu de rôle d'horreur, de science-fiction dans l'espace. Alors oui, c'est un système décent qui a été développé par Sean McCoy, édité par Tuesday Night Games. On est des explorateurs de l'espace. Et tout est possible. Dans le livre des monstres, on va trouver autant des fantômes, des démons, des entités qui sont des intelligences artificielles qui ont dérapé puis qui ont pris le contrôle de plein de nos systèmes sans qu'on s'en aperçoive. Tous les types d'horreurs que vous pouvez imaginer dans l'espace, vous pouvez les faire avec Mothership. J'aime beaucoup le système de jeu. Je trouve qu'il roule super bien, super rapidement. Vous pouvez créer un personnage, là, la fiche pour créer le personnage, toutes les explications de la création sont sur la fiche. Ça, c'est awesome. Tu suis les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et t'as ton personnage fini. J'adore le système de combat de Mothership parce qu'il est pas encombrant. Quand un combat est déclenché dans Mothership, on se retrouve pas soudainement dans un mini-jeu où il faut connaître de nouvelles règles. Non, Mothership, c'est la même chose. Il n'y a pas réellement d'initiative, donc on enchaîne les actions dans ce qui est logique de faire en lançant une action de monstre entre ce que les joueurs proposent. Vous pouvez aller voir, j'ai regardé une partie de Sean McCoy, le créateur, qui roule Mothership pour vraiment un peu incarner sa vision de « Hey, on peut rouler ça en 1 heure ». J'aime beaucoup les points de vie. On a une barre de health. Donc, dépendamment de notre personnage, on va avoir peut-être 10, 12, 13 points de vie. Et quand ces points de vie-là sont vidés, on prend une blessure. Et à chaque fois que tu reçois une blessure, tu roules sur une table pour déterminer la gravité de la blessure. Donc moi, ça m'a fait beaucoup penser aux jeux de rôle de Free League qui ont ces fameuses tables D66 pour déterminer est-ce que tu t'es fait couper un bras ou est-ce que ta tête a été pulvérisée ou est-ce une simple égratignure. Et si tu as une blessure mortelle, tu fais un dead check. Donc tu lances un D10, tu vas le cacher en dessous d'un récipient et si quelqu'un vient vérifier l'état de ton corps, on révèle pour voir ouf, est-ce que tu es juste égratigné, sans connaissance, ou est-ce que tu es bel et bien mort et il va falloir faire notre deuil de ton personnage. Écoutez, on a commencé une campagne de Mothership sur notre Patreon. Le premier épisode va sortir sur YouTube, disponible à tous cette fin de semaine. Mais après ça, les autres épisodes vont être sur notre Patreon. Fait allez voir ça, ça a été vraiment génial. J'avais vraiment un haut concept de science-fiction. Ça se passe sur une vraie planète qui existe, que je trouve vraiment intéressante. Fait que je pense que ça vaut la peine. On avait vraiment un bon équipage. L'autre jeu de rôle qu'on a essayé ce mois-ci, et ça a été vraiment, je pense, une de mes expériences les plus satisfaisantes depuis longtemps, c'est on a débuté une campagne de l'Appel de Cthulhu. Donc, on joue des investigateurs, des enquêteurs du surnaturel, qui sont, la plupart du temps, monsieur, madame, tout le monde. L'action se déroule typiquement dans les années 1920, mais l'aventure qu'on roule présentement se déroule en 1932 à Berlin, donc en Allemagne, qui était vraiment un monde fascinant. Moi, j'ai adoré la série Babylone-Berlin, qui suit des détectives à Berlin dans ces années-là. C'est tellement bon! L'équipe qu'on suit dans notre campagne, c'est mon groupe maison, avec qui on joue à Pathfinder. Et ben, je les ai lentement corrompus à l'appel de Cthulhu. Je suis pas sûr que ça va être un système qui va vraiment les rejoindre, mais pour l'instant, c'est tellement cool ce qui se déroule dans notre aventure. Donc, ce qui unit tous les personnages du groupe que j'ai rassemblé, c'est que ce sont tous des membres de l'industrie du cinéma de Berlin. Donc, c'est tous des gens qui ont travaillé sur des équipes de montage de films. L'industrie du cinéma était quand même très florissante à cette époque-là.
Ben là, c'est sûr qu'on vient de subir le crash. Donc, après les grands succès de films comme Metropolis, ben en ce moment, l'industrie du cinéma est au ralenti. Fait que c'est tous des gens qui ont travaillé dans l'industrie, mais qui se retrouvent en ce moment un petit peu à chercher qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils se retrouvent impliqués malgré eux dans les machinations d'un producteur diabolique. Il y a beaucoup de choses que j'aime de l'appel de Cthulhu. On repose beaucoup plus sur le scénario, la construction improvisée de quelque chose avec nos personnages, avec leurs relations, avec ce qu'ils cherchent à accomplir dans leur vie. Moi, je connecte beaucoup avec le fait aussi que ces personnages-là vivent dans une époque un peu plus moderne. Tu sais, je veux dire, oui, c'est les années 30, mais je veux dire, on reconnaît quand même certaines choses dans ce qui se passe au quotidien. Avoir un appartement, avoir un travail, créer des contacts, essayer de rester pertinent dans un milieu artistique, créer. Tout ça, moi, je trouve ça super inspirant. Puis juste les voir se débattre dans ce monde-là, avec un soupçon, bien sûr, de surnaturel, de fantômes, de sorcières et de créatures à la Lovecraft, c'est incroyable. J'espère que je vais être capable de faire perdurer cette aventure-là, parce que mon groupe maison sont beaucoup plus familiers avec des systèmes comme Pathfinder et Donjons Dragons. Alors l'idée de progresser vers une puissance toujours plus grande, des personnages qui font plus de dégâts, qui ont plus de sortilèges. Cthulhu, c'est pas exactement ça. On est plus dans la lente dégradation. Mais aussi, les personnages sont fragiles, donc on peut mourir vraiment facilement. Je sens que ça les effraie un peu. Ils ont peur de s'attacher parce que leurs personnages sont vraiment intéressants. Puis de savoir que tu peux te faire bouffer la face par un chat monstrueux, puis que c'est fini, un seul roulé de dés peut être suffisant pour te faire disparaître. Ben c'est dur à digérer pour un joueur qui a fait beaucoup de Pathfinder. Fait que oui, on va explorer ça, je vais vous en donner des nouvelles parce que c'est un tout petit scénario. La troisième aventure de Berlin la dépravée, Schrickfilm, c'est un scénario qui, je pense, va durer 3 ou 4 sessions maximum. Donc par la suite, j'ai déjà des idées d'aventure, mais si vous-même vous avez des suggestions d'aventure, de l'appel de Cthulhu que mes joueurs doivent absolument essayer, ben écrivez-moi, ça me fait plaisir de les considérer. Et maintenant, on passe à la section de la vidéo où je vais parler des jeux de rôle que j'ai lus. Parce que oui, hein, c'est dur, surtout quand on mène des campagnes, de jouer à des nouveaux jeux. Fait qu'il y a beaucoup de produits de jeux de rôle que j'ai pu lire, que j'ai survolé. Fait que prenez ça avec un grain de sel, c'est un résumé de mes lectures. J'ai lu Electric State, le nouveau jeu de rôle de Free League, qui est un jeu de rôle, encore une fois inspiré des illustrations de Simon Stelstag. Donc ce sont des illustrations formidables qui nous plongent dans du rétrofuturisme. Simon Stelstag, c'est lui qui a fait les illustrations de Tales from the Loop. Donc c'était la nostalgie des années 80, mais avec des espèces de robots futuristes et des technologies impossibles. Eh bien, on fait la même chose dans Electric State, sauf qu'on n'est pas dans le même univers que Tales from the Loop. C'est une autre réalité parallèle. Et c'est un monde où il y a eu une guerre civile aux États-Unis dans les années 70. Les États-Unis sont fragmentés, c'est comme si le pays s'était un peu effondré. Et les gens se sont un peu réconfortés dans les technologies du divertissement. Une des technologies qui a le plus marqué l'histoire de ce monde parallèle-là, c'est une lunette de réalité virtuelle. Et c'est un casque qui te permet non seulement de vivre dans des mondes virtuels, mais aussi de contrôler certains drones, des robots inspirés de cartoons. Ça a vraiment l'air d'être des personnages de dessins animés, tous commandités par des grosses entreprises qui ont un peu pris le contrôle des États-Unis, c'est ce que je comprends. Et ce qui est arrivé, c'est que dans la toute dernière mise à jour de ces casques de réalité virtuelle, ils ont ajouté un élément qui était tellement immergent, tellement réaliste, tellement captivant, que les gens ont décidé d'arrêter de sortir du monde virtuel. Ils sont tous restés plongés dans ce monde virtuel-là et ça a mené à l'effondrement des sociétés modernes. Donc oui, c'est un jeu d'apocalypse! On va retrouver un peu partout dans les grandes villes du pays des cadavres desséchés de gens qui ont oublié de manger ou de boire parce qu'ils étaient connectés à ce monde virtuel-là et ils le sont restés pour le reste de leur vie.
Et vous, donc, dans ce jeu-là, vous incarnez des survivants. C'est un jeu de road trip. Alors, vous allez d'un endroit vers un autre. Vous avez un objectif, donc chaque personnage est construit autour d'un objectif commun. On veut se rendre à ce lieu-là, mais vous devez traverser les ruines des États-Unis, là où d'immenses robots connectés à des cultes de gens qui sont complètement obsédés par le numérique vont se dresser sur votre chemin. Outre ça, le système utilisé, c'est le système Year Zero, fait que le classique utilisé par Alien, Tales from the Loop. On construit un pool de D6. Donc, plus vous êtes fort dans une habileté, plus vous avez de D6. Vous lancez ça et vous cherchez à obtenir au moins un 6 pour avoir un succès. Je dois vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai été un peu... c'est-à-dire, il y en a beaucoup des jeux de Free League, de cette compagnie-là, qui utilisent ce système-là. C'est presque comme si maintenant, chaque année, c'était de faire, dans quoi on peut juste mettre le système Year Zero. C'est quoi notre thématique pour ce système-là qu'on va réutiliser pour toujours et toujours? Je veux dire, c'est un bon système. Il fonctionne bien. Mais ici, dans ce cas particulier-là, c'est que c'était un autre jeu post-apo. Puis moi, l'an dernier, j'avais beaucoup aimé Walking Dead, le jeu de rôle, qui utilise le même système. On dirait que je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose de suffisamment différent dans Electric State pour justifier, par exemple, d'avoir plusieurs jeux post-apocalyptiques? Fait qu'on est un petit peu dans du déjà vu, j'ai l'impression. Déjà vu pour Free League. Je veux dire, il y en a plein des jeux post-apocalyptiques, mais là, j'ai l'impression que non seulement le visuel rappelle beaucoup Tales from the Loop, mais en plus, le système rappelle tous les autres jeux de Free League. Fait que j'ai eu du mal, en lisant ce document-là, à trouver quelque chose de réellement nouveau qui pourrait justifier qu'on s'y investisse. Donc oui, Electric State, des super belles illustrations inspirantes, mais j'ai trouvé qu'on manquait d'idées vraiment originales. J'ai lu aussi Path of Glory, qui est la nouvelle aventure pour Dragonbane. Alors si vous avez aimé le système Dragonbane, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique suédois, repris par Free League, alors c'est pas le Year Zero, c'est un système des 20 où on va essayer de rouler en bas de nos habiletés. Donc si vous avez 16 en épée, pour toucher un adversaire, vous devez rouler un des 20 et obtenir en bas de 16. Une petite touche un peu vieille école parce que Dragonbane, c'est un très vieux jeu suédois qui a été remis au goût du jour par Free League. C'était leur Donjon Dragon. En Suède, ils jouaient pas à D&D, ils jouaient à Dragonbane. Draker and Demoner, quelque chose de même en suédois, je pense. Et Path of Glory, c'est une aventure classique pour Dragonbane qui a subi le même traitement. Donc on l'a réinventé, réadapté, on a mis des nouvelles cartes splendides, puis c'est tout simplement une réutilisation d'un classique au goût pour l'année 2024. C'est superbe, vraiment un super bel ouvrage, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'attendaient, parce que plusieurs fans de Dragonbane qui attendaient juste d'avoir une grosse campagne, une aventure officielle pour se lancer dans une campagne avec leur groupe de joueurs. Path of Glory, je vous dirais, à la lecture, c'est 3 grands chapitres. C'est comme si c'était une grosse campagne divisée en 3 bonnes aventures, un petit peu du calibre de l'aventure de démarrage. Fait que si vous avez aimé explorer Misty Vale, imaginez ça 3 fois. C'est un peu ça. Il y a un feeling un peu Seigneur des Anneaux. Donc on est vraiment dans cette espèce de fantaisie vieille école où il y a des démons à arrêter et il faut trouver des clés pour ouvrir un passage vers la forteresse souterraine et arrêter l'armée de morts-vivants du Seigneur des Ténèbres. J'ai trouvé ça intéressant. De ce que j'ai survolé, c'est très classique, c'est très fantaisie, un peu vanille. Il y a quand même des personnages super attachants. Les 2 frères Minotaur, ça a l'air qu'ils sont un classique, que tout le monde les connaît. Moi, je me suis dit, 2 frères Minotaur brigands qui bloquent une route.
I guess que c'est quelque chose qui peut arriver dans une session de jeu, mais je sais pas. Là encore, je dois dire, même si les cartes sont splendides, les stat blocks sont superbes, très intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de plaisir ici. Il me manquait peut-être quelque chose d'un petit peu moderne dans la construction d'histoire. C'est très vieille école. Écoute, puis je pense qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Mais tu sais, au niveau du scénario, de ce qui est proposé, le Seigneur des Ténèbres, trouver des clés, un donjon perdu, souterrain, un genre de Moria, finalement. T'explores Khazad-dûm, qu'est-ce que tu veux, c'est ça le projet. Tu sais, c'est ça, je me suis dit, hey, écoute, c'est un scénario de base, pour une aventure de base. Premier module, peut-être qu'éventuellement on va avoir des trucs un peu plus sophistiqués, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'esprit de Dragonbane. On veut pas trop mettre de détails. On veut laisser la place pour le maître de jeu, pour les joueurs, pour incarner ces mondes-là, explorer, puis peut-être inventer des nouveaux lieux, inventer des nouvelles trames, des nouveaux trésors. Peut-être que j'en demande trop, mais j'avoue que après genre 50 ans d'aventures puis de modules publiés pour Donjon Dragon, puis pour le mouvement OSR où on a des trucs qui sont vraiment flyés, Old School Essentials, Dungeon Crawl Classics, on fait des trucs ultra gonzo, que là ici, on est dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, vieille école, Seigneur des Anneaux, le retour du roi, là. C'est vraiment ça. Fait que oui, peut-être que j'aurais aimé ça une petite touche un petit peu plus fofolle, je pense. Parlant de foufou, j'ai pu lire The Nightmare Over Ragged Hollow des Mary Mushman. Merci d'ailleurs de nous avoir envoyé cette aventure-là, que j'ai trouvé bien chouette. Puis en même temps, comme je l'ai lu en même temps que Path of Glory, j'avoue que ça m'a donné le goût un peu de comparer les deux aventures, parce que même si c'est très vieille école ici aussi, tu sens qu'il y a un petit apport, une touche moderne, moi, qui m'a un petit peu plus allumé. C'est une aventure niveau 1 à 2 pour Old School Essentials. Fait que vraiment, si vous jouez vieille école, avec des personnages Donjon Dragon tout simples. Mais l'aventure à la base a été pensée pour la 5e édition. Il a fallu qu'ils l'adaptent avec les Mary Mushman. Fait qu'il y a vraiment pas grand chose que tu as besoin pour en faire une aventure de Donjon Dragon. C'est que vous avez le village de Ragged Hollow où il y a une église. Une grande église où il y a des prêtres, des paladins, etc. qui reçoivent parfois des aventuriers pour les soigner, les aider. Et il y a un aventurier qui a découvert une relique maléfique et il l'a amenée dans l'église. Et cette relique-là, il fallait pas l'amener ici. Et ça l'a contaminé tous les gens dans l'église. Et il a fallu qu'un paladin puissant fasse un sort de protection pour enfermer l'église dans une sphère dorée impénétrable pour empêcher que le mal s'échappe. Et ce qui est cool, c'est que vos joueurs vont arriver à Ragged Hollow juste à temps pour voir l'apparition de ce globe doré. Et la question c'est « What? C'est quoi ça? Pourquoi on peut plus rentrer dans l'église? Qu'est-ce qui est arrivé? » Et ils doivent un peu explorer la région, enquêter pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé à l'église et comment sauver les gens à l'intérieur. C'est dans le sens des petits twists un peu fofolles que j'aime, qui sont super engageantes. L'église va sonner la cloche à chaque jour. Est-ce que c'est magique? Est-ce que quelqu'un qui signale à l'intérieur? Mais elle va sonner 32 fois pour les 32 survivants à l'intérieur de l'église. Et plus le temps passe, la cloche va sonner, mais elle va sonner moins de fois. Parce que les gens meurent à l'intérieur de l'église. Ils sont en constant combat contre les cauchemars de leur esprit. Il y a le marché des gobelins. C'est un marché rempli de gobelins où tu peux aller négocier avec ces créatures-là qui ont une toute autre conception de c'est quoi les affaires que nous. Fait que négocier avec un gobelin, c'est pas toujours facile. Mais tu peux acheter toutes sortes d'affaires vraiment bizarres à un gobelin. T'as une forêt à explorer, t'as des ruines anciennes dont sont issus l'artefact maléfique. T'as une sorcière qui peut donner un coup de main aussi. Puis bien sûr, éventuellement, le but c'est d'entrer à l'intérieur de l'église pour sauver tout le monde. Fait que j'ai vraiment aimé Ragged Hollow. Je pense que c'est une super aventure pour débuter. Je trouve que, comme beaucoup d'aventures OSR, il y a pas beaucoup d'accroche. Il faut que tu te trouves des bons hooks pour que tes joueurs fassent comme ok, il y a un globe autour de l'église. Peut-être pourquoi ça me concerne moi, tu sais. Il y a plein de lieux à explorer, c'est super,
mais en même temps, il y a cette idée-là il y a une urgence d'aider l'Église. Fait que, est-ce que les joueurs vont vraiment aller perdre du temps à explorer des lieux si c'est pas directement relié à l'Église qu'il faut sauver là, right away? Fait que oui, écoute, mais outre ça, je trouve que c'est super. Il y a un petit X-Crawl, il y a plein de petits donjons, de cabanes à explorer. C'est du très beau travail, tout petit volume, j'adore. Et finalement, j'ai lu aussi le kit de démarrage pour Inachevé. Inachevé, c'est un jeu de rôle vraiment, vraiment différent qui est en ce moment sur un sociofinancement. Alors si ça vous intéresse, vous irez voir dans la description. Et dans Inachevé, on va incarner des œuvres d'art dans un non-lieu. L'idée, c'est qu'on ait des statues d'argile dans l'imaginaire d'un créateur ou d'une créatrice. Et on va essayer de trouver un sens à notre existence. Et c'est vraiment... Déjà, les illustrations sont insane. Loïc Musy, qui a tout illustré, vraiment grandiose, c'est super inspirant. Puis la proposition est vraiment unique. C'est niché, là. Il faut avoir envie de jouer des statues d'argile, mais c'est vraiment curieux. L'idée, c'est qu'au départ, on s'éveille dans ce monde-là, et même qu'au départ, on ne peut pas vraiment parler. Alors ces argiles-là, ces créatures-là vont devoir trouver une façon de communiquer. On va beaucoup parler à la troisième personne pour décrire de quoi on a l'air comme création, comment on s'exprime, comment on se déplace. Puis graduellement, bien sûr, c'est un jeu sur la créativité. Fait que tout est possible. Je pense pas que le jeu va t'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est sûr que toute la proposition porte un peu sur une trame un peu plus sérieuse, un peu plus théâtrale, explorer des émotions, de quête de sens, etc. Ça va parler peut-être un peu plus au theater kid, là, tu sais, vous savez qui vous êtes, ceux qui ont le goût de se rouler dans la boîte puis d'incarner des trucs. Mais je vois rien dans ce système-là qui empêcherait l'humour, par exemple, ou d'explorer d'autres genres de trames. Il y a un système qui est fait avec des cartes, donc plutôt que de jouer avec des dés, vous avez un deck de 32 cartes, et à chaque fois que vous faites un test, vous tirez une carte. Et là, vous avez différents types de succès. Est-ce que c'est un critique? Est-ce que c'est l'apothéose? Un succès correct? Ou est-ce que c'est au contraire poussière? Un échec critique? Ce qui est chouette, je pense, puis j'ai hâte de l'essayer, c'est que tu sais qu'il y a 4 cartes poussière dans le deck. Fait que si quelqu'un a fait un test, puis a sorti une poussière, tu fais, OK, là, il en reste 3 dans le deck. C'est quoi les probabilités, si j'entreprends ça, que je me retrouve à être transformé en poussière? C'est chouette. Tout le jeu repose aussi sur la ressource de l'eau. Donc, il faut trouver de l'eau pour éviter de s'assécher. J'ai trouvé ça très inspirant. Je sais que ça parlera pas nécessairement à tout le monde, mais c'est vraiment un jeu de cœur. Vraiment, on le voit que c'est une proposition unique. Ça, on peut pas le nier. C'est très, très fort. Fait que, écoutez, si ça vous intéresse, allez voir le lien dans la description. Et voilà Internet, c'était mon petit tour d'horizon des jeux que j'ai joués et que j'ai lus dans le mois d'octobre. Je sais que, ben justement, on est l'Halloween. Aujourd'hui, peut-être que vous allez jouer à, je sais pas moi, des jeux d'horreur. Puis pour ceux qui veulent avoir des propositions terrifiantes, sachez qu'il y a un Game Jam en ce moment sur la page d'horreur liminale. Alors, c'est des gens qui ont créé des aventures d'horreur pour le jeu Horreur Liminal qui est disponible gratuitement. Fait que si vous voulez jouer gratuitement, ben vous pouvez aller télécharger le livre ici, dans la description. Et vous avez aussi plein d'aventures gratuites créées par les fans de la communauté d'Horreur Liminal. Allez voir ça, hein, un jeu gratuit pour jouer de l'horreur du type que vous voulez. C'est quand même assez incroyable. Fait que là-dessus, Internet, ça fait le tour. J'espère que je vous ai pas fait trop peur avec toutes ces histoires épeurantes. Puis on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Puis d'ici là, bon Halloween!